Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Loris Ducli, je suis un stagiaire. Je prends la place du président du centre, Bruno Zanni, qui ne peut pas être avec nous. Donc, je vais être le présentateur de cet après-midi. Et la première intervention va être celle de Christiane Dunoyer, qui est la directrice scientifique du centre et experte en anthropologie alpine, et qui va nous parler du jeu au sport entre spontanéité et standardisation, les ressorts de la passion. Merci Loris. Je profite juste, alors je dis merci Loris pour de bon, parce que lui et j'étends les remerciements à toute l'équipe des collaborateurs du centre, parce que c'est toujours bien de les remercier. Hier, je l'ai fait un peu rapidement, parce que je ne voulais pas prendre trop de temps sur l'après-midi. Et on est en train de tenter quand même de porter de l'avant un peu un objectif, on va dire, on a un peu l'objectif de créer une pépinière autant que possible pour qu'il y ait un groupe de jeunes qui sont motivés et qui soient compétents dans les différentes disciplines qui sont les nôtres, pour porter de l'avant et aller plus loin et pérenniser un peu ce que sont nos activités. Alors voilà, le titre, vous le voyez. Donc, je suis arrivée à m'occuper des pratiques ludiques par étage, on va dire. C'est-à-dire que d'abord, dans le cadre de mes études en ethnologie et en anthropologie, je me suis intéressée aux pratiques ludiques avec les animaux, et en premier dans le cadre des batailles de rennes. Par la suite, je suis revenue 10 ans après sur le même terrain en m'occupant des batailles de rennes, et 10 ans après, le dernier terrain, en m'occupant surtout de l'espace transfrontalier, parce qu'entre-temps, l'espace Mont-Blanc était né, et donc il y avait toute une autre dimension dans les batailles de rennes. Et puis, à partir de 2022, je me suis occupée du jeu du fiolet en Vallée d'Aoste, comme on en a parlé hier avec les 100 ans du bâton d'or. Et donc, pendant 3 ans, j'ai approfondi surtout la question du fiolet. Cette année, j'ai fait une petite recherche de terrain sur 2 jeux implantés à Cogne. Et c'est sur ça surtout c'est surtout ça que je vais présenter aujourd'hui. Donc voilà, une petite introduction où j'insisterai un peu sur la notion de passion centrale dans ces pratiques ludiques, et en même temps une notion centrale, mais en même temps un ressort menacé dans le cadre de l'évolution du jeu, à cause d'un certain nombre de forces qui interviennent d'une manière dialectique avec le jeu. Donc la revitalisation, la sportivisation et la standardisation, nous allons voir comment. Et comme je vous annonçais, micro-étude de cas, Épinel de Cogne, donc un village de Cogne, avec ces 2 jeux. Donc, question de passion. Première chose, l'ethnologie d'une passion est le sous-titre de la publication de Christian Bromberger, qui a été mon directeur de thèse. Donc, la question de l'ethnologie des passions a été très vite centrale dans mes recherches. Et en même temps, c'est un terme, celui de passion, qui revient très très souvent dans le discours non seulement des joueurs, mais de nombreuses catégories de personnes
personnes qu'on peut rencontrer en Vallée d'Aoste quand ils parlent aussi de leurs activités économiques, par exemple de l'élevage, de l'agriculture, d'activités plus artistiques. Le terme passion revient toujours. Par exemple, par rapport à l'élevage, comme je disais, Willozort, waar de Pallewaarts, c'est pas la passion. C'est passion vraiment une notion clé qui justifie beaucoup de choses, qui justifie parfois même des activités anti-économiques, voilà. Donc voilà, quelque chose de vraiment important. Et cette notion, cet élan, on va dire, passionnel dans la façon d'imaginer la vie, on le retrouve aussi dans la chanson, dans la façon de parler de tous les jours. Je cite là un chant qui est très, très connu en Vallée d'Aoste, qui a été écrit il y a quelques décennies seulement, donc un chant assez récent, mais qui incarne assez bien, à mon avis, le sens de la vie, on va dire comme ça, qui est cautionné par énormément de personnes en Vallée d'Aoste. Donc, l'amour du pays, la vie, voilà. La vie, l'amour du pays, le lien d'amitié, les passions, les traditions. Les traditions vous aident à faire revivre vos souvenirs les meilleurs. Voilà, c'est un autre exemple. Comme je le disais, la passion est un ressort menacé dans l'évolution du jeu. En effet, la spontanéité de la pratique ludique, dans sa dimension justement de passion, elle peut être menacée soit par les forces antagonistes du jeu en question, par exemple de par l'apparition de nouveaux jeux qui entrent en compétition avec les jeux traditionnels, du fait de la pression sociale qui peut avoir un regard plus ou moins positif, parfois franchement négatif sur les jeux traditionnels, des jeux de vieux, des jeux d'ivrogne, des jeux de paysans, etc. Et puis aussi menacé par le style de vie moderne. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai rencontré beaucoup d'éleveurs valdoutins qui disaient ne pas pouvoir participer au championnat simplement parce que le calendrier et les horaires des compétitions ne correspondent pas à leur emploi du temps et que du fait qu'il y a de moins en moins d'éleveurs, il est toujours plus difficile de trouver dans son entourage des personnes compétentes pour les remplacer, ne serait-ce qu'un jour par semaine. Et donc il y a toutes ces questions. Et en plus, cette passion, ce ressort, cette modalité de spontanéité est mise aussi en danger par l'évolution du jeu lui-même. C'est-à-dire que dans un but qui est tout autre, c'est-à-dire ce n'est pas un but de nuire au jeu, mais bien au contraire, c'est un but de favoriser le jeu. Parfois, il y a voilà, une certaine menace à cette spontanéité. Par exemple, mieux organiser le jeu, mieux le diffuser, le rendre plus adapté à un public plus large, le rendre plus susceptible d'être pérennisé, sont aussi des mesures, contiennent des mesures qui peuvent, d'une manière ou de l'autre, paradoxalement, nuire au jeu. Trop d'encadrement, trop de règles fixes peuvent évidemment faciliter la gestion du jeu, mais en même temps nuire à sa spontanéité et donc atténuer un peu cette composante de passion. Et voilà, un clin d'œil à Guillaume Veillet. J'ai trouvé cette photo datant de 2013 dans le Dauphiné libéré. Donc justement, je commence par la dernière ligne, le jeu du cornichon. Tu as parlé d'ethnologisation. Réfléchir au jeu, tenter de le revitaliser, en faire un patrimoine aussi, peut être quelque chose qui peut aller à l'encontre de la spontanéité. On peut se demander donc jusqu'à quel point la spontanéité et la passion qui résulte être quand même un peu le moteur du jeu ne risquent pas de se trouver un peu prisonnière dans toute une série de démarches quand la valeur symbolique
passe en premier et que l'envie de jouer est peut-être en deuxième plan, ou bien qu'elle est là, mais que le discours officiel fait qu'il fasse surtout parler de patrimonialisation, etc. Voilà, donc c'est pour dire que c'est toute une série d'équilibres très très précaires et fragiles, et la passion en tant qu'élément très subtil et très difficile à déterminer et à visualiser risque de ne pas être protégée comme elle le devrait. La même chose dans la dynamique de la sportivisation. Le jeu est une activité, on le sait, par les études de Roger Caillois, une activité libre, séparée, incertaine, improductive, réglée, fictive. Donc voilà, il y a déjà toute une série de réflexions sur les limites du jeu. Évidemment, c'est une activité réglée, donc la spontanéité se développe à l'intérieur d'un certain cadre, bien sûr, mais avec le passage à la sportivisation, ce cadre est encore plus défini. Voilà. Jouer consiste à tenter volontairement de surmonter des obstacles inutiles. C'est la définition qu'on a trouvée par la suite. Mais en même temps, on se rend compte que le sérieux du jeu et le sérieux du sport ne sont pas équivalents. Il y a encore voilà, un passage à faire. Et en plus, avec, bon, je mentionne notamment les études de Bale, tout le cadre de plus en plus défini au niveau spatial, au niveau temporel, que caractérise le passage du jeu au sport, évidemment, mais encore plus de rigidité dans une activité spontanée, voilà, de groupe humain. Et pour ce qui est de la standardisation, qu'est-ce qui s'est passé en Val d'Oise, on l'a vu ce matin. Donc il y a 5 jeux qui se distinguent dans le vaste panorama des jeux pratiqués à l'échelle locale. On a vu la roulette par exemple, et après on a vu les 5 jeux qui font partie de la Fédération des sports de notre terre. D'un côté, nous avons un souci de diffusion sur le territoire, de codification, de standardisation, aussi pour réglementer, pour rendre le jeu d'une manière juste, que les règles soient respectées, que les joueurs puissent jouer paisiblement entre eux. Donc aussi une démarche de sportivisation qui signifie donner une autre centralité au corps de l'athlète qui doit être préparé, qui recherche la performance et tout ça. Et de l'autre, donc, on a évidemment un développement de ces pratiques, de nouveaux réseaux de sociabilité qui naissent, parce que quand le jeu se standardise, qui est partagé sur un large territoire, il y a de nouveaux membres de la société qui entrent dans ce cercle de plus en plus large. Et cela, d'ailleurs, a contribué, je peux le constater au cours de mon enquête, à la construction d'une identité régionale. Beaucoup de communautés qui se trouvaient dans des vallées un peu écartées, en haute montagne par exemple, du fait de participer à un championnat régional, ont eu l'occasion de connaître quotidiennement, pendant des périodes assez longues de l'année, les joueurs des autres vallées, et d'établir, de créer de vrais liens d'amitié, et aussi de se rendre compte que le folk provençal permettait à tout le monde d'échanger, de parler. Et donc, ça a certainement favorisé la construction de l'identité valdôtaine. Mais au-delà de tout cela, il restait en tout cas de nombreux jeux existants à l'échelle du village, pratiqués une fois par an peut-être, comme le jeu de la roulette, par un groupe restreint qui, pas forcément, communique cette pratique à un autre groupe d'une autre vallée, et souvent peu médiatisé, donc difficile, peu connu. Je vous présente donc cette étude de cas parce qu'à Cogne, j'ai eu la chance de tomber sur un objet ethnographique vraiment
merveilleux aux yeux d'une anthropologue parce que j'ai trouvé quelqu'un qui a pu témoigner du passage de ce jeu qui se faisait uniquement à Épinal, au Sainte-Violette, justement à un moment crucial. Et on sait en anthropologie que quand on observe un moment de changement radical ou quand même un moment de crise où le changement s'annonce immédiat, il est très intéressant d'observer ce qui se passe parce que ce sont vraiment les forces qui régissent cette communauté qui ressortent et qu'on les voit encore mieux et on comprend encore mieux les dynamiques sous-jacentes. Donc, pour résumer ce jeu, il y a les joueurs et ceux qui comptent. Donc, les zoyeux et les coacheux. Et puis, il y avait deux équipes, les mariés et la jeunesse qui affrontait les hommes mariés. C'était un jour de fête, donc la dimension festive apparaît immédiatement. C'était quelque chose, un abaga normal, ça signifie vraiment un moment spontané qu'on mettait en place sans grande organisation et sans un cadre temporel et très précis. Les objets, alors la cruée, cette croix en bois, vous voyez dessinée sinon en photo, la belote, donc la boule, et il y a différents matériaux. Les premières, les plus anciennes sont en bois, puis après en métal, et après les dernières, évidemment, la dernière blanche, c'est celle de la rebata que vous avez vue cet après-midi. Et le monzette, donc un bateau. Voilà ici pour mieux montrer le dessin et les dimensions. Donc ce jeu, on a le témoignage qui a été pratiqué jusqu'aux années 70 pendant 2 ou 3 dimanches chaque printemps dans les villages de Cogne, Épinal et Veula. Et c'était un petit terrain qu'on aménageait sur un champ, un terrain qui par la suite deviendrait champ agricole, ou bien un jardin, un potager au début du printemps. Donc. Et simplement, comment ça se jouait, on n'avait pas de règlement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de règlement écrit. On comptait les pas, après il y avait quelqu'un qui faisait des pas plus longs, d'autres qui faisaient des pas plus courts. Donc voilà, on se rend compte que tout est encore très, très flou. D'un côté, ça prête à des discussions, et de l'autre, c'est le prix à payer pour un jeu spontané. Et donc, justement, ce témoignage nous offre une photographie parfaite de l'instant de la bascule du jeu, de la pratique locale, à un ensemble plus vaste. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Au milieu des années 70, les joueurs ne sont plus assez nombreux. Alors, si on s'entête, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'entêter à continuer à jouer de cette façon parce qu'il n'y a plus le nombre requis. Les personnes sont trop peu nombreuses, elles ne sont pas toutes disponibles au même moment, le même dimanche, et donc tout risque de s'interrompre. Et justement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont parler aux joueurs de la rebata, parce que c'est un jeu très semblable, et ils pensent conserver leur matériel d'origine, celui de Sainte-Violette, parce qu'il est assez semblable, mais de s'adapter aux règles de la rebata pour partager ces moments de jeu et pour créer des moments de socialisation avec les joueurs du reste de la vallée d'Ost. Et en effet, Iora, c'était rebata, Sainte-Violette, elle est restée un nom pour rappeler le jeu qui se faisait à l'époque. Et donc, voilà, abandon de la spontanéité pour une codification plus stricte, renoncement à une partie de l'identité locale en vue d'une socialisation plus large, et passage d'un bas niveau technologique avec des objets très artisanaux et faits avec les matériaux, les matières sur place, avec une perspective de plus grande performance dans le jeu. Et voilà, là vous voyez en effet la pipe de la rebata et la cruée de Sainte-Violette. Au départ, donc, ils ont conservé leur matériel, et puis au bout de quelques années,
voilà, ils sont passés au matériel parce que ça leur permettait des performances meilleures. Deuxième exemple, la Rafa. La Rafa, c'est un jeu très semblable au palais. En effet, la particularité de la Rafa, toujours à Épinal, ce sont des palais plats, les autres des palais plus bombés. Nous disions la Rafa, nous faisions couler le palais. C'est deux façons différentes, deux techniques dans ce cas. C'est-à-dire que le palais est jeté par-dessus le terrain. Est-ce que vous l'avez vu cet après-midi là-bas? Donc vous avez vu la façon. Là, au contraire, le terrain était différent et donc c'était une autre technique qui était plutôt pour faire glisser le palais. Et il y a encore deux différences, même à Cogne, parce qu'il nous raconte qu'à Épinal, le bucce qui s'approche depuis de la Bouma, donc il faut tenter de s'approcher d'une cible. Au contraire, à Zimilian, l'autre village, il y a deux cibles et, qui sont deux piquets plantés dans le terrain. Donc, vous voyez ici un jeu très semblable à celui d'Épinal qu'on trouve dans cette gravure sur cuivre. Et voilà la différence entre les palais de Cogne et les palais traditionnels et la Rafa d'Épinal. Et justement, là aussi, on arrive au même problème du Saint-Fiolette que vers le milieu des années 80, il n'y a plus assez de personnes dans le village pour jouer. Surtout qu'il y a cette compétition entre le village d'Épinal et de Gimilian. Les uns montaient pour une journée de jeu et il fallait s'adapter aux règles de Gimilian, puis ceux de Gimilian descendaient à Épinal et c'était ceux-là qui s'adaptaient aux règles d'Épinal. Et voilà, il s'agit à un moment donné pour continuer à jouer, pourvu qu'on joue, on s'adapte, et donc on apprend une autre technique, une autre façon de tenir le palais et une autre façon de le lancer. Et d'autres règles, parce qu'évidemment, on va vers un championnat plus large, sur une communauté de joueurs plus large, avec des règles plus précises et plus strictes. Mais voilà, justement, cela permet de connaître d'autres joueurs. On faisait beaucoup de compétitions, beaucoup de repas le soir, comme des noces. Donc voilà, c'est le côté positif de ce compromis. Partir vers midi et revenir à la maison, rentrer très tard à la nuit. Donc voilà, ce témoignage nous permet de documenter la transformation de deux jeux dans un village qui avait ses propres pratiques ludiques, ses dynamiques de communauté, par exemple la compétition entre les jeunes et les vieux, ou bien ces compétitions entre deux villages voisins. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il nous explique vraiment comment, de l'intérieur, un groupe de joueurs peut se résigner à quelque chose qui, d'un côté, est certainement difficile pour eux, c'est-à-dire à renoncer un peu à la spontanéité de son jeu, à renoncer un peu à des aspects fortement identitaires, mais pour la pérenniser, cette pratique, et pour avoir la chance de socialiser davantage. D'ailleurs, j'ai mis un gras exigence parce que c'est vraiment le mot répété dans le témoignage, c'est-à-dire que c'était vraiment une exigence. Il ne fallait pas imaginer de ne plus pouvoir jouer. On arrive au bout d'un parcours, on se rend compte que le jeu est menacé de disparition et quelques joueurs, par amour du jeu et par amour de la socialisation qui va avec le jeu, préfèrent renoncer à certains aspects. Et donc, je trouve que c'était un bel exemple pour illustrer d'une façon très concrète ce qui peut vraiment être à la base des ressorts de la passion du jeu. Voilà, je vous remercie.
Alors, merci à Christiane. Maintenant, ah, vous avez des questions pour tout cela, hein? Je voulais savoir si, parce qu'il y a toujours cette question du jeu et du sport. Est-ce que c'est possible de nous aider justement à avoir des critères de différenciation? Oui. Alors, on peut. Bon, j'ai souvent analysé cela à partir des études de John Bale, qui prend en compte, par exemple, la définition d'un cadre temporel beaucoup plus strict, c'est-à-dire que la spontanéité du jeu est encadrée par des règles beaucoup plus strictes, c'est-à-dire par exemple la création d'un vrai championnat avec un nombre fixe de journées, des heures, une temporalité, une durée aussi de la pratique. Et l'autre aspect très important est l'encadrement spatial, c'est-à-dire que le jeu aussi a son propre espace de jeu, mais il n'y a pas de perméabilité, c'est ce qu'on dit, la perméabilité entre les observateurs, le public et les joueurs. Alors que dans le sport, il n'y a plus cette perméabilité et donc les sportifs sont vraiment définis d'une manière très claire par rapport au public. Il y a une séparation même physique. Le sportif qui joue est vraiment dans un endroit clos, séparé du jeu. D'ailleurs, dans cette dynamique de voir ce qu'on perd et ce qu'on gagne du passage au jeu au sport, il faut reconnaître que si ce n'était pas par l'exigence de sportivisation des joueurs, probablement les joueurs n'auraient pas eu la force de prétendre de la part des autorités des terrains pour que le jeu soit encore possible de nos jours, parce qu'il me semble que ce matin cela a été évoqué. Il y a eu un moment où l'urbanisation de tout l'espace est allée tellement vite que s'il n'y avait pas eu cette préservation de terrain définie d'une manière très claire pour ces activités, ces espaces auraient été tous envahis par des infrastructures, etc. Et aujourd'hui, il n'y aurait plus les surfaces nécessaires pour les pratiques ludiques. Donc, dans ce cas, la sportivisation a certainement garanti aussi la pérennisation de la pratique, qu'elle soit jeu ou sport. Et puis, du passage du jeu au sport, il y a certainement l'importance de l'investissement du corps et du statut d'athlète de la part de celui qui pratique l'activité. C'est-à-dire que le corps devient important parce que c'est l'instrument pour obtenir une certaine performance. Et c'est là que naît la notion d'entraînement, que naît, on va dire, le culte du sport, c'est-à-dire que dans le jeu du fiolet, par exemple, à un moment donné, ce n'est plus seulement le geste qui permet de lancer le fiolet qui est important, mais c'est aussi la performance, on va dire, globale de tout le corps de l'athlète. Donc, il y a des athlètes qui s'entraînent en faisant du vélo, en courant, en faisant de la musculation comme en hiver, parce que tout le corps de l'athlète est investi dans cette dynamique. Et ça va même plus loin, parce qu'il y a des dispositifs, des chaussures, des vêtements qui sont vraiment conçus pour aller dans ce sens-là. Ce matin, on parlait des joueurs dans les photos anciennes avec la chemise blanche, la cravate. C'était l'élégance, oui, mais c'était tout simplement le vêtement du dimanche qui s'opposait aux vêtements qu'on utilisait le reste du temps pour les travaux dans les champs. Alors que là, on a une différenciation qui va beaucoup plus loin et qui fait que l'athlète
au moment de la pratique sportive, a vraiment une série de vêtements et de dispositifs exprès pour cette activité. Et après, bon, il y a d'autres aspects, aussi l'aspect économique, on peut examiner beaucoup de choses, mais je renvoie vraiment à John Bale et à ses études. D'accord. Alors, on peut passer à une autre intervention. Alors, les deux prochaines interventions vont être en italien. Les présentateurs sont des membres de l'association FP Piemonte, qui est une association culturelle franco-provençale, parce que sont dans les vallées du Piémont où on parle franco-provençal. Donc, vu que la présentation va être faite en italien, je fais seulement un petit résumé en français, de manière que aussi le français puisse suivre la présentation. Alors, le premier relateur va être Silvio Tonda, qui nous parle de l'ancien joie du fer, le jeu du fer, qui était un joie avec une pièce de fer et une pièce de bois. Et c'était un jeu très, très ancien qui servissait pour quand il y avait des conflits entre des villages, comme manière plus civilisée d'affronter ces conflits. Mais maintenant, Silvio Tonda nous dit quelque chose de plus précis. Merci. Merci. Merci à vous. Merci pour la patience. Je ne parle pas français. Donc, ok. Le jeu, il gioco del ferro è un gioco tradizionale di confronto, come è stato detto in presentazione, tra due comunità della stessa parte della valle, la destra orografica della Val di Susa, e divise da un fiume che si chiama Rio Escalon medievale. Si tratta delle comunità di Mattie e di Meana di Susa, le vedete qui indicate dalle frecce rosse. Qui vedete la cartina con Mattie sulla destra e Meana a sinistra. Al centro c'è la forra scavata nei millenni dal fiume Escalon. Si tratta di una rivalità molto antica che parte anche da ragioni molto basiche, semplici, dove succedeva che quando i ragazzi andavano a ballare nel paese vicino ricevevano magari pietrate in alcuni passaggi delicati attraversando il fiume, oppure problemi, diciamo, di natura anche economica e anche di sopravvivenza, perché non si parlava tanto di soldi ma si parlava di risorse che riguardavano la caccia e in particolare il pascolo nell'alta montagna, che era molto importante. E c'è una leggenda tradizionale orale che ricorda proprio questo contendersi, che narra di una disputa dei diritti di pascolo in alta montagna, dove le due comunità sono finite a botte. L'aspetto, come dire, del confronto che finiva su questioni fisiche era molto ed è stato molto presente. E praticamente questa contesa nel tempo si è sedimentata
ed è diventata, qui è stata definita forse impropriamente gara sportiva, anche alla luce di quello che si è detto prima, ma effettivamente era un confronto, è diventato un confronto ludico. E si presta anche questo gioco del ferro, il jeu du fer, a ipotesi di sedimentazione di remote ritualità collegate alla fertilità. Una testimonianza, un'ipotesi è dovuta al fatto che è prerogativa prettamente maschile, ma ho visto nelle presentazioni anche dei giorni scorsi che la prerogativa maschile, gli uomini giocavano, le donne a quanto pare nelle comunità meno o proprio no. E si svolge in primavera. Da noi c'è anche la danza delle spade che molti antropologi legano proprio ai riti propiziatori. In cosa consiste il gioco? Nel lanciare con forza e precisione un attrezzo che è costituito da un cerchio di metallo, da qui il nome Lufer, calettato su un disco centrale di legno. Tra l'altro ne avevo portati 2 ma li ho dimenticati in camera, per cui mi scuso. L'obiettivo del gioco è far rotolare il più lontano possibile questo attrezzo, imprimendogli una rotazione mediante una cordicella. Quindi non si tratta soltanto di un lancio a mano libera come se fossero bocce, ma c'è anche un filo che è arrotolato intorno alla ghiera metallica che nel momento del lancio viene tirato all'indietro, questo filo, e imprime una forza di rotazione aggiuntiva alla forza del lancio, per cui il disco va molto più lontano. Il campo di gioco sono radure in mezzo ai castagni. Noi abbiamo la fortuna di avere questi boschi di castagno ricchi, e quindi in mezzo a queste radure tra i castagni non è ancora cresciuta l'erba, quindi appena andata via la neve, il periodo si inizia a tirare all'Ufer il 19 di marzo, non è una data collegata credo ad alcuna ritualità, ma semplicemente il momento di festa della festa di San Giuseppe in una delle 2 borgate, per cui da lì si inizia a giocare per tradizione. Tutti e 2 i territori dispongono appunto di queste radure che sono state, come dire, ormai consacrate al gioco, e si inizia a Mattie e poi ci si porta a Meana. È un gioco, questa è una parte che ritengo l'ho sottolineata in rosso, l'ho già riscontrata anche ascoltando i vostri interventi. Qui partecipano dai ragazzini agli anziani e ci tengono proprio a partecipare fino a quando riescono nel gesto atletico del lancio. Gli anziani non mollano in sostanza, e come molti passatempi del passato questo gioco non divide le generazioni ma le unisce, e questo è un aspetto che riteniamo assolutamente importante. L'attrezzo l'ho descritto prima, qui approfondiamo, costituito da un cerchio di acciaio di diametro dai 10 ai 15 cm, deve stare all'interno del palmo per essere tenuto in modo fermo e lasciato andare in modo preciso. Il cerchio di acciaio ha una scanalatura longitudinale che in mattiese viene detta virengiura, mentre in meanese virengloura, nella quale si avvolge uno spago, a Mattie detta virenghia e varengla a Meana. Gli anziani giocatori consigliano di avvolgere al massimo 4 giri. Ecco, qui vedete l'attrezzo in mano, il cerchio metallico avvolge un disco in noce, legno di noce o pero, e le facciate del disco generalmente, anche per riconoscere il ferro, perché poi nella partita ovviamente si mescolano, quindi ogni giocatore ha un segno distintivo sul proprio attrezzo ed è fortemente geloso.
di questo attrezzo. Lo spago termina con una impugnatura di stoffa o di pelle per la scanalatura sulla parte esterna del cerchio metallico. È consigliabile una forma particolare a V, in modo che lo svolgersi dell'accordino avvenga in modo molto velocemente, molto libero. Pesa l'attrezzo sui 200-250 grammi e il diametro, come è stato detto, in funzione del diametro della mano. Vi dicevo della gelosia, dell'attaccamento molto forte all'attrezzo. Si tratta spesso di dischi che sono stati ereditati dal bisnonno, dal nonno, per cui c'è un'affezione veramente importante. Non vengono imprestati e non si scambiano, ognuno utilizza rigorosamente il proprio. Come si prepara? Beh, qui potrei anche soprassedere, sono dettagli, ma questo l'ho scritto, l'ho preparato per darvi un'indicazione di quanto è accurata e nel tempo, quanto sia affinata la tecnica diciamo di cura sia dell'attrezzo, e poi vedrete anche dell'andamento del gioco. C'è un problema delicato che riguarda la fissazione del disco di legno rispetto alla parte metallica. Capite che con l'umidità, il restringimento del legno, la parte in legno appunto può scappare durante le botte che il ferro riceve incontrando dei muri, incontrando degli ostacoli, degli alberi, e quindi quella è una parte diciamo delicata del gioco, cioè della preparazione dell'attrezzo, scusate. Qui tralascerei. Per quanto riguarda la preparazione proprio specifica prima del tiro, siccome tiro per tiro questa scanalatura si riempie di terra, c'è un attrezzo particolare che viene detto cure à faire o cure à faire, che serve per pulire la scanalatura, e anche una lima, perché la parte metallica sbatte spesso contro muri, anzi spesso proprio si cercano dei percorsi abbastanza difficili nelle gare, proprio, e si incontrano spesso appunto delle pietre che possono ammaccare la parte di metallo, quindi questa piccola lima serve per sistemare l'attrezzo. Allora, si è detto prima riguardo alle regole, il gioco negli anni 2000 si andava perdendo, anzi si era effettivamente fermato. Le cause sono varie, ma una delle cause importanti era proprio un confronto decisamente forte tra le due squadre, dove spesso non si finiva il gioco come succede ora, con una cena, una bevuta, una bella cantata e poi finisce. Si finiva spesso a botte, perché quel lancio lì non l'hai fatto correttamente, perché lì hai barato, perché qui, perché là. E quindi ci siamo trovati in una situazione in cui dovevamo individuare una soluzione, e la soluzione è stata regolamentare il gioco, pur di mantenerlo, il discorso che ha fatto esattamente, chiarissimamente Cristian prima. Abbiamo dovuto togliere dall'esecuzione del gioco, non permettere più una serie di passaggi che permettevano di arrivare alle botte. Detto così potrebbe sembrare molto selvatica la situazione, in realtà lo era anche, come immagino anche qui, anche nei giochi di cui abbiamo sentito parlare, non sempre c'era, come dire, un riconoscimento sportivo tra le varie parti.
Da noi questo è stato un elemento dirimente per far ripartire il gioco e per permetterne appunto la continuazione. E teniamo conto che un elemento che si era perso per quella situazione era anche il mantenimento di un vivaio di ragazzini che continuassero il gioco. Il problema è che, come dire, l'aspetto del confronto che finiva spesso a botte, mettiamola così, impediva che le famiglie portassero lì i bambini a vedere queste scene, spesso anche non così, come dire, gradevoli, spesso anche esagerate dalle libagioni, per cui si faticava a creare il vivaio. Invece, con la codificazione, con una situazione più ordinaria del confronto, le famiglie hanno riportato i bambini e siamo riusciti a portare anche delle scolaresche a vedere il gioco, per cui tanti bambini sono ritornati a presenziare alle partite e anche poi ad entrare nella squadra, nelle due squadre di gioco. Vado velocemente su questa parte. Ci sono 2 arbitri, uno per squadra, che si distaccano dai lanciatori, vanno a circa 200-250 metri di distanza dal punto di lancio, e loro valuteranno il punto di arrivo, la distanza rispetto al punto di lancio che assegna il punto. Quando i 2 accosti, cioè questi 2 arbitri, non riescono o non trovano un accordo, si è trovato il modo di designare 2 saggi, 2 identità riconosciute forti nelle squadre, che dirigono insomma la situazione del punto quando non è così chiara. C'è un primo lancio che spetta generalmente alla squadra ospite, che sceglie il campo direzione, la linea limite di lancio, e una parte interessante riguarda i riferimenti naturali detti fause, cioè un punto di attraversamento di difficoltà. Quindi il gioco, come dicevo, consiste in un lancio alla massima potenza, che però deve essere controllato, perché il fer deve passare in mezzo a questi 2 riferimenti naturali, che vengono scelti appositamente abbastanza stretti, in modo da selezionare il tiro che poi deve arrivare lungo. E il percorso rettilineo, che può prevedere un ostacolo, detto anche leva, per gettare il fer, dove il fer deve essere gettato, cioè deve cadere prima dell'ostacolo e poi possibilmente superarlo. Quindi una caratteristica comunicazione a distanza tra chi lancia e gli avversari, che verificano che l'attrezzo passi attraverso i 2 riferimenti, e poi gli accosti, che sono gli arbitri a distanza, che gridano se il fer è arrivato oltre l'attrezzo precedente, piuttosto che il lancio sia troppo corto. Il giocatore della stessa squadra che effettua il primo lancio segna la vela, e se il lancio è valido, a quel punto i giocatori dell'altra squadra cercano di prendere il campo, cioè di prendere il punto. Ovviamente, se l'attrezzo non attraversa i due paletti, diciamo le fause, il tiro ovviamente non è valido. Se invece si ferma prima, viene comunque ritenuto valido. Il punto è segnato dall'attrezzo che si posiziona più lontano sulla perpendicolare alla direzione del lancio, e
il gioco passa all'altra squadra che tenta di prendere il campo, quindi di segnare il punto. Se questo avviene, gli arbitri gridano 6. Tutte queste parole, queste espressioni sono tutte codificate, quindi si usano delle parole specifiche per indicare una certa situazione del gioco. Quindi 6 se prende il punto, se la seconda squadra prende il punto, Papru se il tiro è corto e quindi la stessa squadra dovrà ritentare la conquista del campo. Quando tutti i giocatori della stessa squadra hanno tentato di prendere il punto ma non sono riusciti, a quel punto i giocatori dalla parte in cui si tira gridano apart e a quel punto la squadra che ha catturato il campo continua a tirare per raggiungere i punti, un po' come il classico gioco da bocce, insomma. Ci sono delle affinità importanti col gioco da bocce. E a quel punto quando tutti i giocatori di entrambe le squadre hanno concluso i loro tiri, si grida ramassa, cioè raccogli, e lì si registrano i punti. E a quel punto la squadra che ha fatto più punti potrà scegliere lei a sua volta riferimenti, cioè tutti gli aspetti che vi ho elencato prima. E, come vi dicevo, ci sono tre punti importanti: la scelta del campo, la definizione del tracciato, che spettano alla squadra ospite, la realizzazione del punto iniziale e poi l'aggiunta dei punti. Occorre una abilità importante, cioè una precisione che si contrappone alla forza, perché il tiro o lo fai preciso o impieghi tutta la forza che hai. Qui le due cose in contrapposizione devono essere unite per raggiungere l'obiettivo. Niente, non vado oltre qui sulla tecnica di lancio, si tratta di particolarità, e l'aspetto interessante di tutto questo è che siamo riusciti dal 2007 in poi a mantenere una regolarità di gioco, a mantenere uno spirito condiviso di, come dire, di valenza importante della tradizione, quindi sia la competizione, sia l'aspetto competitivo, ma dall'altra parte anche la coscientizzazione di chi gioca, che stava portando avanti una tradizione che merita di essere portata avanti. Ahimè, nel tempo, e concludo, negli ultimi tempi questa situazione non è più così rosea, perché gli impegni di lavoro, soprattutto post-Covid, hanno creato delle condizioni dove spesso, siccome c'è un calendario consecutivo di domeniche che vanno intorno al 19 di marzo fino a metà di maggio, spesso si saltano le partite, e quando è incominciata questa situazione si è generata una crisi abbastanza importante. Quindi non stiamo versando in una situazione positiva. Io sono qui, ho piacere di aver assistito alle vostre presentazioni anche per, come dire, trovare delle idee. Io sono il teorico della squadra, non sono capace a giocare, ve lo confesso molto candidamente, però ritengo di avere una responsabilità importante per tenere insieme il gruppo, e mi ha fatto piacere essere qui con voi per raccogliere degli elementi, dei suggerimenti per riuscire a, come dire, a reinseminare la situazione e cercare di portare avanti questa tradizione, dove l'aspetto che ritengo anche importante
è l'assoluta tenuta della comunità. Io ritengo che i giochi, la tradizione, siano decisamente importanti per se stessi, per l'aspetto ludico, per l'aspetto della tradizione, ma in questa fase, soprattutto post-Covid, ritengo che una riflessione vada fatta perlomeno alla nostra dimensione sociale rispetto alla tenuta della comunità, che credo sia un obiettivo per voi. Mi rendo conto, in Valle d'Aosta riconosco c'è una tenuta comunitaria, un senso di identità particolarmente forte rispetto alla situazione che vedo invece in Val di Susa e in Piemonte in generale, dove vedo che la situazione della tenuta della comunità dalle nostre parti è molto molto difficile. Quindi il ruolo anche di queste attività credo sia importante anche in questa chiave. Grazie per l'attenzione. Grazie. Avete delle domande? Grazie intanto Silvio per averci illustrato questo che io trovo un bellissimo gioco, non lo conoscevo, e ha delle similitudini con altri lanci che sono nella Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, nella FIGES, che sono il lancio della ruzzola, del ruzzolone, e soprattutto la ruzzola, che è un attrezzo piccolino abbastanza simile. Questo non lo conoscevo, io lo trovo un bellissimo gioco che potrebbe anche essere esportato perché è semplice, ma è anche difficile nello stesso tempo. Ci vuole tecnica nel lancio, presumo, precisione, forza, sono tutte caratteristiche che hanno gli sport che vanno per la maggiore, quindi dispiace quasi che sia confinato, che sia nato e confinato in un territorio così delimitato. Sarebbe magari da fare un tentativo, che ne so, con i comuni delle scuole, non parlo a livello regionale, ma magari i comuni limitrofi interessati, sarebbe magari interessante vedere se è possibile fare un qualcosa, la stessa tecnica di costruzione di questo attrezzo, mi pare cioè una cosa, non è così un pezzo di legno qualsiasi, il cordino che si avvolge, ci saranno tutte delle tecniche anche lì di impugnatura e quant'altro. A me sembra un gioco molto interessante e volevo chiederti se avete fatto un tentativo di questo genere, di coinvolgere magari le istituzioni, o magari se lo sanno, ne sono consapevoli di questo, che vanno a perdere un patrimonio che è imperdibile secondo me, ecco, solo questo. In realtà ci sono due ostacoli a questa proposta che raccoglierei a piene mani, senza alcun dubbio. Il primo ostacolo è, come dire, il campanilismo degli stessi giocatori. Ora è un aspetto molto basico, però l'identità, ahimè, è anche questo, della serie. Questa è una cosa mia, una cosa che faccio a casa mia, la faccio a casa mia, e prima di esportarla ci voglio pensare, non una, due, tre. Ma non siamo più tanto in quella situazione lì, nel senso che ci stiamo rendendo conto che il domani non ha nessuna garanzia. Quindi se il passaggio fosse questo, io la scommessa la farei da subito. Sicuramente è un confronto, come dire, il fatto che si giochi tra due squadre, ecco, voglio dire questo, è molto appetibile, perché non si tratta di giocatori che esprimono una capacità individuale, ma è un confronto tra due squadre, quindi c'è l'aspetto dell'individualità, della capacità individuale, della prestazione, se vogliamo, da un certo punto di vista, ma anche il confronto, cioè che è poi lo stesso meccanismo del calcio, dove ci sono due partiti che si confrontano nel campo.
Tra l'altro anche la terminologia è fantastica, no? Papro, lo diciamo che noi qua in Valle, in dialetto, papro, non hai fatto abbastanza. Se scarico, sì. Anni, decenni fa avevo letto un libro, Papro, del Mon, mi sembra, Studio del Mon, era una raccolta di giochi. È proprio questo. Sì. Forse mi era sfuggito all'epoca qual era il significato, adesso che lo risento, cioè, mi dà emozione, Papro, come dire, insomma, non sei stato capace, non hai fatto abbastanza. Il titolo del libro si riferiva proprio a questo libro. Infatti ho fatto adesso il collegamento sì, all'epoca non avevo fatto. Il video che vi avevo preparato, che vi risparmio per ragioni di tempo, proprio è ripreso dal lavoro fatto allora dal regista Segre. Infatti la stessa la corda in un paese si chiama in un nome del paese che sarà quanto? Un chilometro? Sì, 500 metri ha un altro nome, sì. Cioè, sono cose che meritano di essere portate, quindi grazie anche parliamone. Io ho stampato una quindicina di una circolare dell'associazione che ho fondato, che è servita proprio come base per costruire il regolamento. Chi avesse piacere di portarselo a casa e di collezionarlo è a disposizione. Ok, lascio il microfono. Grazie ancora. La prochaine intervention est toujours en italien, toujours un membre de l'association FFP. Le relateur est Guido Ostorero et il nous va parler d'un joint qui, en effet, est ce qu'en français on appelle la toupie. Je pense que c'est correct. C'est un joie qui était un joie des enfants, mais qui a été redécouvert des adultes qui l'avaient expérimenté quand ils étaient des enfants et qu'après ils ont commencé cette tradition. Mais maintenant, Guido nous va dire quelque chose en plus. Et grazie. Merci. Allora, io vi parlerò della trottola, come si dice in italiano, o della sapula, come diciamo Coazze. Io vengo da Coazze, in Valsangone. La Valsangone è l'estremo lembo sud-orientale dell'area franco-provenzale, al confine con la Valchisone, che è occitana, e con la pianura piemontese. Però siamo tenaci nel conservare il nostro patois. Un primo dato curioso è che il gioco della sapula, naturalmente farò un discorso anche un po' generale sulla storia di questo gioco, però parlerò soprattutto della realtà del mio paese coazzese. Dicevo, la cosa curiosa è che era il gioco della Quaresima. Curioso anche perché ho letto che ad esempio nel Medioevo in Inghilterra la gara delle satule era quella che chiudeva il carnevale, si faceva il martedì grasso e si faceva gara per chi arrivava più lontano coi lanci. A Coazze assolutamente era vietato e si giocava durante la Quaresima. Forse proprio perché era un momento di penitenza e quindi era un gioco di strada più tranquillo, eccetera. Il problema è che fino alla seconda guerra mondiale tutti i bambini erano per strada, nei cortili, a giocare con le sapule. Poi sono cambiati i tempi, spopolamento, industrializzazione, insomma, tutte cose che abbiamo conosciuto, tant'è vero che per alcuni anni il gioco è morto e come tanti oggetti, no, della tradizione che sono stati sviliti e dimenticati, anche la satula, la trottola. Poi negli anni 70 qualcuno ha cominciato a ricordarsi di quando era bambino
e hanno cominciato a ricostruire le satule e anche a organizzare delle gare. Purtroppo è rimasto tutto in modo abbastanza sporadico. Diciamo che tra il 70 e l'84-85 è stata abbastanza in auge. Poi ogni tanto siamo riusciti a coinvolgere dei paesi vicini, proprio Mattie, e poi anche Villar Focchiardo, dove è ancora abbastanza attiva. Il problema col Villar è che la festa rurale di Coazze coincide con la castagnata del Villar e quindi che poteva essere il momento e quindi non funziona più tanto. Poi c'è anche da dire che al Villar erano talmente forti, ma anche Mattie, che noi perdevamo sempre, allora non eravamo così stimolati a darci da fare. Interessante che Louvet e Lavei, le maschere di Coazze, si sono impegnate andando nelle scuole a proporre il gioco. Io ho poi portato alla fine, vediamo un paio di scenette di questi bambini delle elementari che si cimentano nel tentativo di far girare questa trottola. E c'era molto interesse e in effetti la trottola interesse ne merita. C'è uno studio di Renzo Massobrio del 79 e uno più recente di Marco Giuman del 2020 che ha ricostruito un po' la storia di questa trottola. Ecco, a differenza di molte cose che ho sentito, la trottola è un gioco, uno strumento, si può dire, universale. Ne sono state trovate di argilla in Mesopotamia, nelle tombe egizie, sui vasi greci ne troviamo di incise scolpite e abbiamo citazioni romane, ad esempio di Persio, Callimaco, Virgilio. Interessante che Catone il censore, noto, no? Perché era tremendo sui costumi, diceva che era meglio che i bambini giocassero con la trottola piuttosto che con i dadi, che in effetti era un gioco d'azzardo, mentre la trottola un po' di meno. Per quanto riguarda l'area di diffusione, si può dire che è pressoché mondiale. Ci sono artigiani in Giappone con le Edo Boma, che sono trottole più piatte. Un amico mi ha portato da Java una trottola fatta cilindrica, col corpo cilindrico e due spuntoni, fatta di balsa o bambù, comunque un legno leggero, non da competizione, diciamo, e quindi in America, un po' dappertutto, addirittura ci sono testimonianze che gli eschimesi giocano con la trottola, probabilmente fatta d'osso, eccetera, non di legno. Per quanto riguarda le denominazioni, in Grecia abbiamo nell'Iliade Omero che la chiama strombs, probabilmente dall'indoeuropeo strel, girare. In Orazio turbo, anche qui sempre quest'idea del girare, e poi, come scrive proprio Massobrio, nelle lingue romanze, fatta eccezione per alcuni dialetti meridionali, non è dato trovare come denominazioni della trottola i continuatori degli antichi termini greci e latini. Anche i glossari medievali attestano già per la trottola nomi nuovi come tutula, documentato a Osimo nel 1571, zurlo, pirlo, gurla, curle. Queste sono le varie denominazioni, sotula in piemontese nel Monferrato, di questo gioco. Il termine satula probabilmente deriva dal verbo saltare, balzare, sauté in piemontese. Per quanto riguarda la forma e le dimensioni, vedete, possiamo vederle anche dal vivo, sostanzialmente è un cono, c'è la pensi, sarebbe la pancia, che è il lato là, il puruciu o picu,
importantissimo, il rampun. Il rampun è lo spuntone che era quello che doveva far vincere il gioco, il kurdin, che era la corda che si avvolgeva nelle scanalature, e il kurdin aveva poi l'angasiri, cioè l'asola, in cui infilavi il dito medio. Quindi si avvolge il kurdin partendo dal rampone e poi una volta che si è tenuto con il dito medio si lancia la satula. La satula normalmente ha una dimensione che parte da qui, questa è una piccolina, e può arrivare di solito ai 10-12 centimetri. Le forme sono diverse perché la satula normale è più o meno così. Quelle, poi vi farò vedere, dello Spicace, che era il gioco più cattivo, dovevano essere più a cono, più affusolate, proprio per come dire, essere più difficilmente colpibili. Poi naturalmente queste sono dimensioni standard. In realtà, come vedete, si usa anche come decorazione, come soprammobile, insomma, ornamentale. Vi ricordo che quando abbiamo fatto la festa del patois a Coazze, come ricordo abbiamo dato delle trottoline piccole così. Gli artigiani di Coazze sono impazziti a fare centinaia di queste trottoline come ricordo della manifestazione. Come vi dicevo, la satula si gioca lanciandola. I due tipi di lancio sono classici. Sottomain, cioè di sottomano, è il lancio dei principianti, no? Quello lì proprio dando il gâteau, e è il gioco che si usa anche per i giochi di durata, mentre Jourmain è come una frustata, si dà il colpo così, poi vi faccio vedere il filmato, e sono botte veramente secche, e comunque si lavora molto di precisione, si deve lavorare molto di precisione. I giochi a Coazze tipicamente erano tre: lo Spicace, lo Stekhin e poi diciamo quello di durata. Quello di durata è facile da spiegare, si traccia un cerchio e è a squadre, difatti è quello usato quando sfidiamo i paesi vicini, e si lancia la trottola e si sommano i tempi. Ci sono 4-5 concorrenti, si sommano i tempi e semplicemente chi ha i tempi maggiori finisce per vincere la gara. Ma diciamo che questa è un po' una modernità inventata proprio per gestire, mentre quelli tradizionali erano, come vi dicevo, lo Spicace e lo Stekhin. È interessante, Spicace deriva un po' dal beccare delle galline, noi diciamo spicasè, no? Che evoca anche un po' il piluccare, no? Proprio perché una trottola colpisce l'altra. È interessante che un gioco inglese, Spin Breaker, ricorda un po' lo Spicace, anche se in realtà vuol dire rompere la trottola che ruota, insomma. Come si gioca lo Spicace? Si traccia in terra un cerchio di circa 1,5 metri di diametro, poi si mette al centro una moneta, una pietra, insomma un simbolo che fa un po' da pallino, e poi i giocatori fanno il primo lancio. Si può giocare in 2, 3, 4, 10, tanto è individuale, non è a squadra. Si fa il lancio. La trottola che batte più lontana nel lancio sta sotto, diventa il bersaglio. Gli altri giocatori si alternano e devono colpirla. Se tu colpisci la trottola sei salvo e quella resta sotto. Se non la colpisci
direttamente, ma la trottola girando esce dal cerchio, tu puoi con la mano afferrarla di sotto, mentre gira vai a colpire la trottola bersaglio e quindi ti salvi. Non solo, ma se tu hai sbagliato il lancio e hai un amico, lui può lanciare in fretta la sua trottola e mentre gira venire a salvarti colpendo il bersaglio. Cioè sostanzialmente è un gioco in cui si punta a colpire la trottola che sta sotto e la, tra virgolette, cattiveria agonistica era quella di far star sotto il nemico, perché anche se era individuale, sapete in questi giochi c'è sempre, no? E quindi perché la trottola che stava sotto si beccava le ramponate. E il rampone per lo Spicas era uno strumento fondamentale perché doveva proprio rovinare, si può dire, questa trottola. Un altro dato che può essere curioso, quando la trottola smette di girare, cioè allenta, noi diciamo che fa polenta, mi fai pulenta, perché ricorda proprio il mestolo, no? Il Tyrol del paiolo della polenta. E quindi vale ancora finché gira colpirla per riuscire comunque a non finire sotto in questo gioco. L'altro gioco è più tranquillo, ma vi giuro che ci va proprio tanta pazienza perché è difficile, è quello dello stecchino. Praticamente si traccia una linea, ogni giocatore posa una moneta e poi si traccia 1 metro circa un'altra linea. Parliamo sempre di terreno battuto facilmente, perché allora era facile trovarlo, adesso è più difficile. Cosa succede? Si pongono le monete e a colpi sempre di trottola bisogna farle avanzare, la tua. Quindi tu devi colpire la tua moneta, colpirla giusta in modo che non vada indietro ma avanti. Se non la colpisci, come sempre, con la mano puoi prendere la trottola e poi andare vicino e batterci contro, però vi assicuro che per fare 1 metro ci passi i pomeriggi, perché o ti va proprio bene che la fai saltare oppure... E lì si usa anche il shootman perché a volte può dare più precisione, mentre per lo Spicas bisogna proprio colpire molto forte e dall'alto. A questo punto ho preparato un breve filmato dove ho sunteggiato un po' di questi elementi perché invece di come dire, chiacchierare è più facile magari vedere come funziona il lancio. C'è una prima parte dove appunto vi ho fatto vedere come è strutturata un po' la nomenclatura della trottola e poi ci sono 2 brevi sezioni. Una è stata girata nel 1984 con dei ragazzini di 70 anni che sono tornati ragazzini, proprio competitivi, e li vedete sia lo Spicas che lo stecchino, solo qualche passaggio breve. E poi, come messaggio positivo, c'è anche 1 minuto di un'iniziativa che è stata fatta nel 22, ma che cerchiamo di ripetere, andando nelle scuole a far provare ai ragazzini anche proprio solo il lancio. E lì mi ricordava un po' oggi i vostri giochi in cui chi non è capace è snervante, vedi proprio questi ragazzini che vedono il VEI, che è la nostra maschera che lui fa che va, e loro ci provano e o va storto o gira sul picco e così. Però c'era grinta, ecco, insomma. Quindi adesso vediamo ancora 5 minuti di questa sintesi. Per chi è interessato, io ho fatto un canale YouTube per queste cose che si chiama Scuola Guido e lì c'è il filmato intero
20 minuti che spiega tutto. E per i valdostani dico anche che ho messo il filmato di quando sono venuti a Coazze a fare una dimostrazione dei giochi, e magari qualcuno ricorderà, mi pare nel 2006, quindi voi no. O forse come bambini accompagnatori. Qui basta sì. E abbiamo maniere zatole, per esempio, le sia spistoso da fare via lungo, invece gli altri faccia carota che sono per giocare alla spicasa. Per diversi giochi era la spicasa, la stecchina, e se la fai via più lunga. E ha tante cose per la satola, poi è un gioco che fai passare l'artrosi, per le giochi sviluppa i muscoli. E lì vedi, fai passare un po' l'artrosi e le giochi, poi giocare da uno, poi giocare tra due, poi giocare tra 7 o 8. Vi tanto in due sopra, ora fanno più vedere lo gioco come era per la stecchina. Ne è ancora uno di sotto piccotata dai ramponi. Se la piccotata era con lo rampone, se è lo rampone, la pansi e lo poruccio. Allora ora fanno vedere proprio la gara come ha giocato in bot alla spicasa. Sa che dove si è asciutta o premiere, si è combattuto a Pilogni di Zuma da Allora prima non tira lo search e ora ha sbuttato la moneda. Le rete individuali, le pacche. Per intervenire in tu giochi alle... Può avere una 7, 5, 3, 1... Varca una volta. Si è combattuto a Pilogni di chi, o mi per la sciatola tutta. Sutta. Ale, forza. Chi? Un di primo posto, E lì c'è. E un Beppe Polarco. Lì sì. Un Polarco. Gianni, chi è ancora? Tiro un occhio da sotto che poi giocare a piccare. Perché? Perché doveva vivere l'uno? Ah, ma a Valcot, il che pare essere su un man? Ah, vai più già bene. Abbastanza renda. Roberto! Roberto invece è Giurman, in di primo posto. La vedo con i sì, peta. Perché non gioca su. Già, per la stecchina, dunque, non tirare che chi butta la moneta dai sì. Se tu la fai te leva più dai sì, la moneta è sia se che eri primi sì. A colpezzatola. A colpezzatola con lo rampone. E poi quando la satola è più la polenta, poi tirare in beda con la panza zanga. Questa maniera che se la soltava là, allora... Al monea è nato per concorrere? Ogni concorrente è una monea. Hai già servito sa monea? Sì, capito. E poi quando apri la tienda, poi per te ti auti, Oh, ma per carità. Ma non è fa molto. Direi che ogni di una sia. Vabbè, direi. Ecco, parei. Ecco. Parei sì. Sprenat.
Tempo, tempo! Della situazione, spero sia stato sufficientemente chiaro. Avete delle domande? Question? Sono due, cioè la stessa riflessione che viene sulla base delle vostre comunicazioni. Adesso non ricordo più esattamente l'espressione, ma mi fa venire in mente, cioè mi ha evocato il discorso delle persone anziane che giocano a oltranza, che vogliono continuare a giocare. Ecco, è proprio un elemento che è interessante, appunto, dove non c'è più dove non c'è la ricerca della performance estrema, il gioco è proprio vissuto nella sua passione anche a livello di età, che uno non vuole mai smettere di giocare perché è più forte di tutto. E infatti mi ha evocato un'espressione che avevo trovato proprio nel lavoro che ho fatto ai Pinel, che mi diceva sì, un tempo c'erano sti vecchi, noi non potevamo giocare, eravamo giovani, non potevamo giocare perché c'erano sti vecchi che continuavano tanti a guacchirsi lo campo, proprio praticamente morivano sul campo perché non potevano smettere prima. E quindi mi collego anche alla tua comunicazione, c'è questo aspetto da una parte di intergenerazionalità, perché ci sono i vecchi e i giovani che possono entrare in contatto e giocare insieme. E dall'altro c'è anche questa valorizzazione, insomma, della categoria delle persone molto anziane che comunque continuano ad avere uno statuto proprio pieno di giocatore e quindi insomma è doppiamente valorizzante sul piano sociale, trovo questa presenza di queste persone insomma per la comunità e per loro stessi. Ecco. Adesso non so chi vuole rispondere. Grazie Guido, io avevo già visto giocare alla trottola anche in Spagna, anche in Francia, ma non conoscevo le regole. Mi sembra tra l'altro un gioco molto difficile, adesso a parte quello magari la tecnica del lancio che è tutta da vedere, da imparare, però voglio dire, va bene, hai imparato e fai girare la trottola, ok, però colpire le monetine o colpire l'altra trottola, cioè, mi sembra proprio un gioco molto difficile, cioè che richiede anche un'abilità, ero quasi tentato di dire ma va fortuna, no? Tu la butti così, invece non è fortuna. In effetti io ho assistito con i bambini perché avete visto che Lubei ha fatto un lancio molto morbido per far vedere e c'è quel bambino che è lì che dice ma come hai fatto? Perché tutti avevano provato 2 o 3 volte e o girava sul PQ oppure non è così facile e lui diceva devi dargli il gâteau, cioè basta, devi fare il famoso gâteau e quindi era interessante quello. Invece per la moneta, come vi dicevo, era un gioco di intrattenimento perché veramente ci mettevi tanto. Poi quello non era il terreno ideale, difatti poi l'hanno detto, sul cemento si lavora molto, molto meglio. Per quanto riguarda lo Spicas, avete visto questi signori che probabilmente era 10 anni che non prendevano più in mano una satula e comunque quel colpo lì, primo è violento e secondo battevano tanto così dal bersaglio e molte volte prendevano comunque la satula sotto e comunque tu con le mani diciamo che supplisci al bersaglio mancato. Nello specifico, una volta
stabilito chi ha tirato la trottola più lontano, no? Sì. Poi il gioco come prosegue? Quello sta sotto. Ok, quindi io devo tirare la trottola di nuovo e gli altri... No, sta sotto, cioè la sua trottola diventa il bersaglio. Prima si fa un giro tutti. Sì, però non c'è la trottola fisicamente nel cerchio. No, nel primo giro ha messo una moneta o qualsiasi cosa, anche addirittura una pietra. Poi tutti quelli che partecipano, 3, 4, 5, fanno un lancio. Quello che finisce più lontano sta sotto. E cosa vuol dire sta sotto? Mette la trottola al centro, che diventa il bersaglio, perché il gioco consiste proprio nel fatto che l'incapace diventa il bersaglio degli altri, capito? E però se io la colpisco continua il giro, ma una volta chi stava sotto rischiava di starci davvero, perché andavano avanti a colpire o comunque adesso è un po' più facile salvarsi, perché se io non colpisco la trottola resto io il bersaglio. Non era un gioco, era un gioco praticamente senza fine, si può dire, perché finché non si spaccava la trottola, perché comunque anche fare le trottole c'erano, addirittura mi ha detto uno di questi signori che li facevano col tornio a pedale, il vecchio tornio a pedale, perché si fa col tornio, o in qualche caso c'era uno che le scolpiva col fourchette, la roncola, per farla. Il legno? Ah, ecco, non l'ho detto, importante. Il legno deve essere un legno duro, naturalmente. Quindi si usava il busso, che noi diciamo marclet, pumei e pluscei, melo e pero, abbastanza, e il massimo era il bosu, che è il biancospino. Quelli erano legni duri, perché chiaramente invece poi, come dicevano adesso, chi lavora l'artigiano le fa spesso ornamentali, no? Cioè da mettere di fatti così, oppure anche con la punta sopra, al contrario, da tenere così come soprammobile. Allora il legno non conta più. Sì, comunque è un gioco di forza e di precisione. Se avete sentito l'anziano che diceva serve, perché comunque erano dei bei colpi, poi alla fine della giornata una bella ginnastica, perché tra tirare, chinarti e tutto era impegnativo. Volevo fare un passaggio rispetto a quanto detto Cristiano. Un aspetto importante che ritengo da sottolineare è il fatto che in questi giochi, nel gioco del fer, anche, soprattutto, sta nel fatto del ruolo del sapere degli anziani. Nella nostra società attuale, molto consumistica e veloce, il sapere degli anziani conta meno di zero, mentre in questi giochi l'esperienza, appunto il saper fare anche non solo la conoscenza, ma proprio il gesto giusto, la modalità giusta, vale per la trottola ma anche per il lancio del fer, era una conoscenza accumulata dagli anziani veniva trasmessa ai giovani, al vivaio. Oggi questo aspetto del passaggio della conoscenza, o meglio del riconoscimento del valore della conoscenza dell'anziano, in realtà nella nostra società è in gran parte persa. Questi giochi hanno anche questa valenza, cioè del riconoscere ancora l'esperienza degli anziani, anche questo lo sottolineerei 2 volte. Merci. Et la dernière relatrice est Vanina Lari.
de l'Université de Corse. Là, elle va nous parler des joies des enfants sur la plage, c'est correct? À la mer. Maintenant, elle nous dira quelque chose de plus précis. Merci bien. Merci à Christiane d'avoir proposé ces sujets-là. Le sport, c'est vraiment pas mon fort. En revanche, ça m'a obligée à travailler un petit peu sur la manière dont on pouvait s'amuser. Et à partir de ces jeux d'enfants, c'est ce que je vais développer dans mon propos, voir comment on apprivoise ce territoire particulier qu'est la mer. Donc vous l'avez compris, alors c'est les flèches. Là. Là. Je vais y arriver. Ah, c'est là. Oui, ça y est. Pardon. Donc voilà, on va partir de la Corse, puisque c'est mon île natale, et on a cet aspect géographique particulier en Corse où ça fait partie des poncifs dans la description de la Corse, mais voilà, on parle de montagne dans la mer. C'est pas anodin, c'est une réalité géographique, mais c'est pas anodin parce que les enfants de montagne, de moyenne montagne, n'ont pas le même relationnel que l'on va développer nous sur le littoral. Et je m'inclus, un petit peu comme certains de mes collègues au cours d'intervention, on parle aussi de ce que l'on connaît bien. Voilà, les enfants du littoral n'ont pas un relationnel avec la mer assez particulier. On va partir d'un exemple un petit peu plus précis qui peut être appliqué à l'ensemble du littoral corse et méditerranéen, il me semble. On va partir du Valinco, qui est un golfe du sud de la Corse. C'est le premier golfe à partir de l'extrême sud. C'est un golfe qui rentre très profondément dans les terres et qui permet une pêche littorale très importante. Je trouve plus la flèche, voilà. On a donc une activité qui est liée à la mer qui nécessite de domestiquer cet espace pour pouvoir s'y sentir à l'aise. Et on considère dans notre fonctionnement que la mer fait vraiment partie intégrante de la terre, notamment par les métiers qu'elle génère, mais aussi parce qu'il s'agit d'un élément qui permet d'accéder à un certain nombre de ressources alimentaires et qui renvoie à une espèce d'autarcie alimentaire sur laquelle la Corse a reposé pendant de nombreuses générations, à peu près jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un espace ressource qu'il nous faut apprivoiser pour pouvoir justement continuer de vivre dans cette autarcie. Et la connaissance de la mer, elle est liée à un apprentissage qui va être forcément précoce. Deux mots sur les croyances et les rituels qui sont liés à la mer. Juste pour illustrer ce propos-là, la fête des pêcheurs, qui est évidemment la principale activité du littoral, est fêtée le 2 juin, c'est la Saint-Érasme, et on met le saint sur une barque, c'est-à-dire qu'on le fait descendre de l'église avec une procession, on l'embarque, et la barque fait le tour du golfe pour, d'une certaine manière, sacraliser et sécuriser cet espace-là, et retourne sur Terre. Donc on a vraiment cette idée de continuité de la Terre vers la mer, pour inclure ce territoire dans notre environnement vraiment proche. Et vous voyez de quelle manière sont construites les maisons. On est vraiment les pieds dans l'eau, on est vraiment à quelques mètres de la rue principale. Donc les pêcheurs pouvaient amener leur pêche, nettoyer leurs filets ou simplement pêcher en face de leur maison et simplement rejoindre le village en montant les escaliers qui partaient littéralement de la mer. On va étudier un certain nombre d'étapes qui nous font qu'on va avoir un rapport à la mer qui va évidemment évoluer et pas forcément dans le bon sens. On a évidemment un changement générationnel qui est lié aussi à une certaine modification de l'espace. On va partir de l'après-guerre. La première période que je vais présenter part de l'après-guerre jusqu'aux années 60. Et le panel de personnes que j'ai pu interroger, on autour de 85 ans. Ensuite, on va passer au tourisme des années 70, qui est une période charnière dans la modification que l'on a avec ce territoire-là. Je vous ai mis en illustration une pub que je trouve extraordinaire, la Corse la plus proche des îles lointaines. C'est vous dire la manière dont on présentait ce territoire-là, au-delà de son espace insulaire. On est vraiment dans une approche très exotique d'un espace qui a pourtant un fonctionnement extrêmement complexe et qui a une influence sur la manière dont nous-mêmes en Corse on pouvait considérer cet espace. Ensuite, on a une troisième période qui correspond à vraiment
une destruction de cet espace particulier qu'est l'insularité, qui est représentatif d'une certaine insularité, avec ce tourisme de masse qui a à peu près occupé la période d'une dizaine d'années, entre les années 80 et 90, qui modifie profondément le rapport à la mer et qui modifie les jeux qui sont liés aux enfants du littoral. On a une stabilisation quand même du rapport au jeu entre les années 90-2000, et puis on a, à partir des années 2000, vraiment une bascule vers une balnéarisation de l'ensemble du littoral méditerranéen, évidemment la Corse n'y échappe pas, qui va modifier vraiment de manière peut-être pas définitive, mais en tout cas extrême, le rapport que l'on a avec la mer. Alors, il y avait un ensemble de photos qu'apparemment la modification du support ne me permet plus de faire. Je voulais vous montrer la Corse des années 50 et ce qu'est devenu aujourd'hui la Corse. Alors, je ne sais pas comment je peux faire, est-ce que vous pouvez m'aider? Non, oui. Est-ce que je peux retrouver? Il y a des photos dessous en fait. Ah non, il y a des photos qui défilent. Oui. Et le vent il ne passe pas. Non. C'est pas... Bon, après, c'est pas grave. C'est dommage, c'est tout. Bon, non, c'est pas grave. Je vais juste vous expliquer, je me mets. En fait, là, c'est Propria, donc le village dont je vous parle. La première vignette que je vous ai montrée avec les maisons qui sont les pieds dans l'eau, elle se situe, ces maisons, c'est flou quand je me rapproche, elle se situe là. Donc toutes ces maisons étaient les pieds dans l'eau, et là vous aviez des plages du village qui jouxtaient la rue principale. C'est dommage qu'il n'y ait pas ces illustrations parce que c'est vraiment très représentatif de cette évolution et de cet aménagement du territoire qui nous a complètement séparés de la mer. C'est-à-dire qu'on a vraiment repoussé la mer au-delà des maisons, au-delà du village, pour bâtir un port de plaisance. On n'est plus dans le port de pêche, on est vraiment dans une plaisance qui va générer un certain nombre d'autres métiers liés à la mer, mais qui sont bien loin des métiers d'origine, je dirais, relatifs à ce qui était au départ un village de pêcheurs et ce qui est devenu aujourd'hui une station balnéaire. Pareil, même problème de vignette, donc je vais faire comme si... je vais essayer de vous expliquer ce qu'il y avait derrière ces vignettes. Donc on va s'approcher de ce thème qui nous est proposé par Christiane. Donc on a un certain nombre de jeux autour de la mer qui nous permettent de nous approprier ce territoire particulier. Je les ai scindés en deux catégories. Des jeux gratuits qui sont vraiment des jeux d'enfants liés à la mer et qui sont d'une certaine manière représentatifs d'une volonté de s'approprier ce territoire particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre l'endroit où on travaille, l'endroit où on joue. Il y a une mixité qui fait qu'on joue dans ces endroits-là sans se poser de problème par rapport à un certain type de danger, enfin de choses que l'on considérait comme dangereuses avec nos yeux d'aujourd'hui. Alors on a donc la tonne comme but à atteindre, c'est la photo qui est cachée. Bien entendu, bon, ça va être un peu compliqué. La tonne, c'est une immense bouée de fer qui était positionnée à 50 ou 70 mètres d'une plage qui a aujourd'hui disparu, qui était, on ne peut pas déplacer la vignette, mais qui était vraiment au cœur du village. Et les enfants, comme jeu, évidemment, avaient instauré un certain nombre de courses pour rejoindre cette tonne. Ça faisait partie vraiment de leur territoire, même si c'était un élément qui faisait partie du port de commerce. Et puis de temps en temps, donc il y avait ces jeux spontanés autour de cet espace-là, et puis de temps en temps, il y avait des jeux par quartier, donc par équipe et par quartier, qui allaient rejoindre le plus rapidement possible, faire cet aller-retour entre la tonne et la plage, était distant d'à peu près 50 à 70 mètres selon la hauteur de la mer. Ensuite, on avait le ponton des pêcheurs, où j'ai sélectionné deux jeux qui étaient assez, là aussi, relativement dangereux, avec nos yeux, notre regard d'aujourd'hui. Un des jeux, c'était de marcher sous l'eau lesté d'une pierre. Donc on devait parcourir sous l'eau la plus longue distance possible
lesté d'une pierre, bien entendu, et puis sans masque et sans tube, hein, on est vraiment dans les années d'après-guerre. Donc on a encore dans les mémoires aujourd'hui des personnes que j'ai pu interroger sur celui qui marchait le plus loin, celui qui marchait le plus longtemps. Vraiment, on est dans un retour par le biais du jeu sur une enfance qui est quand même assez simple dans la manière dont les choses sont présentées, mais on dirait pauvre aujourd'hui avec notre regard, hein, parce que les enfants n'avaient pas grand-chose, hein, on se situe vraiment dans les années 50. Donc on a ce jeu qui se fait de manière spontanée avec ce que l'on a autour de nous. Ensuite, on a un second jeu qui demandait l'intervention d'un adulte. Parce qu'ici, pour comprendre, c'est que vraiment, les enfants étaient aujourd'hui, on dirait livrés à eux-mêmes, hein, mais en fait, étaient seuls, étaient tranquilles. Ils jouaient entre eux dans le village, évidemment, au bord de la mer. Donc, ramener un sou, vous aviez parfois un adulte qui avait la générosité d'aller chercher la marmaille et de leur dire, voilà, je vous jette un sou dans l'eau, hein, bien entendu, et c'est à celui qui le ramène. Donc le jeu était évidemment de ramener le sou sans masque, là aussi, hein, donc on ouvrait les yeux sous l'eau, on plongeait, on ouvrait les yeux sous l'eau, il fallait ramener le sou, et puis on pouvait remettre en jeu ce sou. Et puis la dernière personne qui le ramenait, qui décidait d'arrêter le jeu, parce qu'il y avait toujours le risque de le perdre, devait aller acheter quelque chose pour le partager avec les autres. Ensuite, on a la construction de radeaux. Et là, c'est intéressant aussi, lorsque vous interrogez ces personnes-là, on est toujours dans l'après-guerre, donc des personnes qui ont autour de 85 ans, ils m'ont expliqué qu'il fallait être assez malin et assez, évidemment, bricoleur pour construire ces radeaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre aussi la manière dont ils lisaient l'histoire. On construisait des radeaux avec des morceaux de liège et des planches. Et la construction était périlleuse dans la mesure où il fallait aller chaparder ces éléments-là pour construire le radeau. À l'époque, il y avait le commerce du liège avec le continent, mais également avec la Sardaigne. Donc on avait des chapes de liège qui étaient positionnées sur le port en attendant d'être embarquées. Donc on envoyait les plus petits pour aller chercher des chapes de liège parce que c'était léger et qu'ils pouvaient toujours partir en courant sans trop de risque de se faire prendre. Et puis les plus grands allaient chercher des planches. Les planches, c'était des éléments qui servaient à transporter des rails, puisqu'après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu reconstruire une partie de la voie ferrée en Corse. Donc les rails arrivaient par bateau sur Propriane et coincés entre les planches. Donc il fallait récupérer des planches pour bâtir ce fameux radeau, qui était un bien commun, c'est-à-dire qu'ils s'y mettaient à plusieurs, évidemment, pour récupérer le matériel, et puis pour le construire, et ensuite ils jouaient tous ensemble autour de ce radeau de fortune qui flottait plus ou moins. Un dernier type de jeu gratuit, là aussi, c'est, vous voyez ici le phare de Propriane, c'est une photo récente, hein, comme vous pouvez le constater. On a un certain nombre de jeux autour de cet endroit-là, sauter et plonger du mur ou sauter et plonger de la plateforme. Donc, vous aurez compris, mais quand même je vous montre. Donc là, vous avez le mur de la jetée qui est accessible par la plage jusqu'à la plateforme. Donc soit on saute du mur jusque dans l'eau, évidemment, entre les rochers, soit on saute de la plateforme, évidemment, le plus loin possible les rochers là aussi. Donc sauter, c'est plus simple de plonger, sauter ou plonger de la plateforme, c'est plus simple de sauter ou plonger du mur. Donc là aussi, on a toute une forme de défi autour de ces jeux-là, qui se font là aussi sans adultes. Donc défi à soi-même, mais aussi défi entre les quartiers, les différents quartiers du village, pour savoir lequel était le meilleur. Ensuite, on a ce que j'ai appelé les jeux payants, et ça arrive après, à partir des années 55, début des années 60, où le tourisme, et c'est ce que je voulais vous montrer sur les photos tout à l'heure, le tourisme arrive petit à petit en Corse et génère un certain nombre de constructions qui changent totalement le littoral restreint au Balingo, et qui amène un certain nombre de jeux auxquels les enfants évidemment n'ont pas accès parce qu'ils sont payants.
Par contre, ça ne les empêche pas d'utiliser le matériel qui était disposé pour les touristes. Ils m'ont expliqué que puisque c'était leur territoire, qu'ils utilisaient leur territoire pour ces activités-là, il était normal qu'ils puissent aller, s'ils avaient envie, emprunter un pédalo. Hein, c'est des termes un peu pudiques qu'ils ont utilisés, ou trouver un masque. Donc il n'était pas question de voler, ou il n'était pas question de casser, vraiment il n'y a pas de vandalisme, hein, c'était simplement d'aller emprunter un pédalo, s'en servir, le planquer quelques jours et puis après le ramener à son propriétaire. Donc on a vraiment cette idée d'appropriation par les autres d'un territoire qui pour eux est le leur, hein, c'est leur territoire de jeu, donc avec déjà les prémices d'une confrontation avec une autre population liée au tourisme. Alors on a des jeux sans réelle compétition, hein, vous l'avez compris, c'est pour ça que je parlais de jeux qui ne sont pas institutionnalisés, il y a des règles entre les enfants, il y a des règles de prudence aussi, entre les enfants toujours, mais la distinction entre le gagnant et le perdant, elle est vraiment symbolique. On est vraiment sur la mise en avant d'une certaine hardiesse, d'une certaine habileté aussi à faire de beaux plongeons ou à retrouver le sou, ou encore plutôt être capable de rester longtemps sous l'eau. Donc on a encore dans les mémoires des anciennes personnes cette description de personnes qui étaient en capacité de bien plonger, de bien sauter, ou au contraire d'autres qui étaient moins bons, mais qui faisaient partie du groupe comme d'autres. Donc on est vraiment dans un jeu sans compétition, on est dans un défi avec soi-même ou un défi avec les autres, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et puis on est aussi, quand il s'agit d'emprunt, quand il s'agit de partage, on est vraiment dans la construction d'un relationnel à partir de ce jeu-là, et avec l'environnement, et avec évidemment les autres. Donc on a cette solidarité qui fait que l'on partage systématiquement ce que l'on a avec les autres, parce qu'il n'y a pas grand-chose à ces périodes-là. Il me confiait que c'était quand même... C'était assez dur. La Corse a été libérée en 1943, jusque dans les années 55, c'était assez difficile. Une des recommandations des mères aux enfants, c'était de dire on va mica au mar, qui donc peut être à va, mais n'allez pas à la mer parce qu'après ça vous donne faim. Sous-entendu, j'ai pas grand-chose à vous donner à manger. Et en fait, c'est ce que j'aurais dû vous dire en début de communication, c'est que en plus de cette appropriation du territoire, il y a vraiment un rapport symbiotique avec la nature qui fait qu'on va aller prendre dans la nature ce qui nous intéresse. Et c'est le cas pour la construction des radeaux, par exemple, mais ça va être le cas aussi simplement pour se nourrir. Les personnes que j'ai interrogées me disaient que de toute façon, ils mangeaient des arapettes, des bigorneaux, des crevettes, ils se nourrissaient sans aller chercher à manger à la maison. De toute façon, il y avait très peu de choses. Et puis, ils partageaient le produit de leur pêche. Donc ça engendre aussi une espèce de ségrégation inversée, dans la mesure où on va avoir une population qui est celle issue des métiers de la mer, et notamment les enfants de pêcheurs, où on va exclure les filles de bonne famille, que l'on dénomme en Corse les jo. C'est un ancien terme génois qui signifie seigneur. Donc on va exclure ces fils-là, ou alors leurs parents vont leur interdire de se mélanger, donc en gros à la populace, aux pêcheurs. Donc on va avoir deux types d'enfants. On va avoir Ousgayouf, le garnement, celui qui est élevé dehors en fait, qui fait à peu près ce qu'il veut, et puis on va avoir Oujo, le seigneur, le notable, qui n'est pas forcément bien accueilli dans le groupe. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a, en plus de cette ségrégation notable, fils de pêcheurs, je dirais, fils d'ouvriers, on va avoir une ségrégation également avec les filles. Donc voilà la question ultime autour de ces jeux. Qui jouent, ce sont les garçons qui jouent. Les filles jouent très peu. Elles ont vraiment un statut différent, à peu près jusque dans les années 60, où on a une bascule également due au tourisme, qui permet aux filles d'aller à la plage, mais les filles elles vont à la plage 2 heures l'après-midi, alors que les garçons sont dans la possibilité et la liberté la plus totale
de jouer tout le temps qu'ils veulent sur la plage et surtout dans l'eau. Donc on va exclure une partie des filles des jeux de la mer, parce que même si elles vont à la mer, elles restent sur la plage, elles nagent, mais elles ont une certaine contenance à garder, et elles ne vont pas aller sauter de la plateforme, elles ne vont pas aller jouer avec la pierre lestée pour marcher sous l'eau, elles ne vont pas aller chercher le sou. Donc on a vraiment une différence entre les filles et les garçons, qui est à peu près la même différence que l'on retrouve entre les fils de notables et les enfants issus des populations liées au métier de la mer. Et dans le panel des personnes que j'ai interrogées, les femmes qui ont à peu près aujourd'hui 70-75 ans me disaient que celles qui étaient destinées aux études devaient garder cette contenance-là, et elles trouvaient que les filles de pêcheurs, en gros, c'est le terme qu'elles ont employé, étaient beaucoup plus libres qu'elles, et vraiment elles regrettaient de ne pas être aussi libres qu'elles. Donc on a vraiment là aussi deux types de populations, les filles et les garçons, les notables et ceux qui ne sont pas, deux types de souvenirs, ces personnes-là n'ont pas les mêmes souvenirs, et deux vécus différents pour une époque qui est la même. Et cette différenciation, elle est encore présente aujourd'hui. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. On a cette banniérisation finalement qui va marquer l'évolution du rapport à la mer, dans la mesure où cette mer qui a été repoussée par toutes ces constructions et par toute cette bétonisation fait qu'on va avoir une moins bonne accessibilité à cet élément-là, et puis parce que de fait on va avoir aussi un changement démographique ou un changement économique qui va faire qu'il va y avoir d'autres métiers, d'autres types de populations qui vont s'installer sur le littoral. On a, par le biais du tourisme, l'obligation de gérer ces masses-là et de sécuriser ces masses-là. Je vous ai mis en illustration donc, une publicité des années 60 que je trouve assez éloquente, avec vraiment tout un ensemble de jeux à faire sur l'eau, qui sont liés à des accessoires ou liés à du matériel. Et puis je vous ai mis également une affiche qui fait la promotion des maîtres nageurs sauveteurs. Donc on rentre vraiment dans une gestion à la fois des touristes, de la masse populaire qui vient sur un laps de temps très court, et puis également sur la sécurisation de ces personnes-là qui finalement ne sont pas très familières de la mer. On a par contre, à côté de ça, une espèce de résistance à la privatisation des plages notamment, et qui doit permettre une accessibilité à tous, c'est-à-dire qu'on a refusé de voir des plages vouées totalement aux loisirs touristiques ou à une population qui s'approprierait vraiment le territoire, comme on a pu le voir tout à l'heure avec la dernière photo, où on a presque une expropriation, en tout cas une confiscation du territoire pour une partie de la population. On a aussi, et je vous ai mis également en mémo le logo des piscines Canton. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des piscines Canton. C'est une politique française qui a vu le jour après les Jeux Olympiques de 78, où les performances des Français à la natation avaient été mauvaises. Donc ils se sont dit, voilà, on va apprendre aux Français à nager de façon à peut-être voir naître un certain nombre de vocations autour de la natation. Donc je vous parlais tout à l'heure de jeux qui ne sont pas institutionnalisés. En revanche, on va commencer par le biais de l'école et par le biais des piscines Canton à institutionnaliser la natation. Lorsque vous interrogez des personnes, des vieilles personnes, jusqu'à peu près des personnes qui ont une quarantaine d'années, personne ne se souvient à quel moment et de quelle manière il a appris à nager. En revanche, lorsque vous travaillez avec les écoles, cette manière d'apprendre à nager avec des vrais gestes, avec aussi une sensibilisation au risque en milieu aquatique, on va avoir une réticence à laisser aller les enfants nager seuls. Et donc cet éloignement que l'on avait d'un point de vue géographique ou d'un point de vue de l'organisation du territoire de cet élément maritime, on va le doubler avec et c'est assez contradictoire, avec cet apprentissage de la natation de manière officielle institutionnalisée par l'école.
Donc ça amène vraiment une nouvelle hiérarchie. Je vous parlais tout à l'heure de hiérarchie Jo et Sgayouf. On va avoir la hiérarchie presque scolaire qui va faire que ceux qui savent nager subissent les cours de natation obligatoires de l'école, mais ceux en revanche qui descendent des villages pour aller au collège qui est situé sur le littoral, eux vont apprendre à nager vraiment de manière institutionnelle avec les bons gestes, etc. Donc on va avoir une manière d'appréhender ce territoire maritime assez différente due à cette approche très formatée de ce qu'est la natation. Donc on va avoir cette nouvelle hiérarchie qui va se mettre en place. Et puis on va avoir aussi une distinction locale touriste. Je vous parlais tout à l'heure de sécurisation de ces masses-là. Il va y avoir donc des plages qui vont être sécurisées, qui vont être surveillées par des maîtres nageurs sauveteurs, avec des interdictions, notamment autour de la plateforme et de la jetée. Donc on n'a plus le droit de plonger de la jetée. À partir des années 80, se met en place cette surveillance-là. Mais les locaux vont considérer que ces interdits-là ne les concernent pas, puisqu'ils savent très bien comment sauter, comment plonger, comment monter sur la plateforme, et ils ne voient pas pourquoi un maître nageur venir leur interdire de jouer autour de cet espace-là. Donc on va avoir une distinction locale touriste qui va mener à un certain nombre de conflits aussi, puisqu'on est dans une approche territoriale de la mer, et c'est quelque chose qui va s'accentuer pour après redescendre d'un cran. On a aussi toujours une mise en retrait des filles, mais sur d'autres critères, puisqu'on a une sorte d'esthétisation de la plage et un rapport au corps pour les filles qui va limiter le jeu. C'est pas très bien vu de jouer comme un garçon, et puis on a un beau maillot, on a une belle serviette, on a de belles affaires, on a du monoeil, on a tout un attirail très féminin et très adulte qui va finalement bloquer un petit peu cette envie de jouer. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que l'enfance, après la Seconde Guerre mondiale, elle est très courte, puisque les garçons jouent jusqu'à 12-13 ans, et puis après, il faut qu'ils aident à la pêche, il faut qu'ils travaillent sur le port, donc il faut qu'ils rentrent dans le monde adulte. Et bien là, pour les filles, c'est un petit peu la même chose. On reste enfant jusqu'à 11, 12, 13 ans, et puis à la préadolescence, on a une mise en retrait des filles qui vont, elles, rester sur la plage, pendant que les garçons vont, eux, continuer à s'amuser sur l'eau. Donc je vous parlais tout à l'heure d'amusement. Cet avènement du loisir, puisqu'on en est là, ça démarre à peu près dans les années 80, avec les clubs pour enfants, les parcs aquatiques, et tout un attirail de bateaux et de planches à voile qui sont alloués, bien entendu, pour amuser le touriste. On a aussi une volonté de permettre aux adultes touristes d'être tranquilles, et donc de mettre en place une certaine garderie pour les enfants. Et là aussi, ces garderies vont se mettre en place petit à petit sur les plages du village, et vont confisquer une partie de ce territoire-là aux enfants, aux locaux. Ce sont plutôt uniquement des fils de pêcheurs. On est vraiment dans un mélange des genres et des statuts. Mais par contre, voilà, on va avoir une autre différence qui va se faire entre les enfants des touristes et les enfants issus de cet espace-là. Donc on va avoir aussi une motorisation du loisir qui va générer un certain nombre de dangers nouveaux. Je vous ai mis en illustration une horde de jet ski. Donc ça, c'est vraiment problématique pour les jeux aquatiques, dans la mesure où on ne peut pas mélanger ces engins-là avec des jeux plus traditionnels. Donc traverser la plage du village, c'est la vignette que je voulais montrer tout à l'heure, du moins c'est la tonne qui était présente jusque dans les années 95. La première a été placée après la Seconde Guerre mondiale. Donc elle est toujours présente jusque dans les années 95, donc on avait toujours accès à ces jeux-là, à ces jeux dont parlaient les anciens. Et pour m'inclure un petit peu, c'est des jeux auxquels j'ai pu jouer moi-même. Et puis petit à petit, du fait de la dangerosité d'un certain nombre de loisirs liés au tourisme, on ne va plus avoir la possibilité de jouer de cette manière-là, enfin du moins on va être moins à l'aise. Je vous ai mis en photo également ne me cherchez pas, c'est mes cousins, des enfants qui montent sur la plateforme que je vous montrais tout à l'heure, qui a été abîmée par une tempête.
malgré la présence des maîtres nageurs sauveteurs, les propriétaires, les gens du village continuent à monter sur la plateforme et à jouer de la même manière qu'on leur a appris. Donc on a quand même des reliquats, en tout cas pas forcément une continuité, mais un reliquat de ces jeux dits traditionnels, parce qu'on est dans l'idée de braver l'interdit, et puis parce qu'on est aussi dans une revendication territoriale, dans la mesure où jouer à ces jeux-là, jouer dans ces endroits-là, doit se faire pour à la fois passer d'un âge à l'autre. On commence à plonger autour de 7-8 ans, parce que c'est quand même aussi assez difficile d'accès. Et puis aussi pour dire, voilà, nous, on s'affranchit de ces règles-là parce qu'ils concernent une population qui est différente et qui est liée au tourisme et qui ne peut pas avoir forcément les mêmes droits que nous. En dernière vignette, je vous ai mis la photo du parc aquatique qui est situé sur la plage même du village. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de jouer comme on veut dans l'eau, mais on a quand même cette proposition que l'on va faire aux touristes de jouer hors de la mer. Donc on est encore en train de s'éloigner de cet espace-là. Évidemment, ce sont des jeux qui sont payants. C'est de l'eau douce, c'est pas de l'eau de mer qui est présente dans ces piscines. Donc à 10 mètres de la plage du village, sur le dessus de la plage du village, on va construire pour toute la saison un parc aquatique. Donc vous voyez la différence que l'on peut faire entre le rapport que l'on a nous avec la mer et le rapport que les autres qui débarquent en Corse, je dirais, peuvent avoir avec cet élément-là. Le dernier point, et je terminerai là-dessus parce que j'ai tendance à déborder légèrement du cadre, c'est l'avènement de la plage. C'est-à-dire qu'on va avoir, je vous parlais tout à l'heure de l'esthétisation des corps, on a une sophistication de la manière dont on se rend, non plus à la mer, mais à la plage. On a une sophistication du rapport à la mer qui est liée justement à cet avènement de la plage, c'est-à-dire qu'on va avoir une organisation et une mise en place des plages qui va être totalement liée au commerce et au tourisme. Donc on a des paillotes, on a des jeux, on a des bateaux à louer, on n'a plus du tout cette imagination qui nous permettait d'accéder à une certaine liberté autour des jeux de la plage. Et cet avènement de la plage se retrouve aussi dans la manière dont on parle de la mer. On ne dit plus anda a umar, aller à la mer, on dit anda a Piaglia. Et à Piaglia, c'est à l'origine, en langue corse, la plaine, la plage on dit urinaggio. Et en fait, anda a Piaglia, c'est vraiment le calque de l'expression française aller à la plage. Donc on est vraiment dans un changement, là aussi, qui s'exprime en langue corse, sur ce relationnel que l'on avait avec la mer. On est vraiment dans un éloignement assez physique de cet élément-là. J'ai terminé. J'ai pris quelques raccourcis. J'étais un petit peu perturbée par le fait que je n'ai pas pu vous présenter vraiment l'évolution de ce littoral-là, qui était assez parlant. Mais voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci mademoiselle Vanina. Elle nous a porté sur notre plan. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'un jeu, le jeu traditionnel valdotin, le jeu traditionnel, excuse-moi, Guillaume de Savoie, ou bien, mais deux jeux spécifiques. Avec Silvio, on a parlé du jeu piémontais, excuse-moi, Guido, voilà. Là, Vanina nous a porté sur un autre plan, en faisant le rapport entre le terroir et ce que nous faisons dans le terroir. Elle a appelé un jeu, se baigner, se lancer dans le mur du phare, etc. C'est des activités que nous faisions quand nous étions tout petits, non? Et pour nous, c'était une pente dans la neige avec une pelle qu'on mettait, on partait comme ça. Et c'est une considération que, pour ceux qui me regardent,
parfois on perd un peu parce qu'on ne considère pas un jeu ce que le terroir te propose, ce que tu peux faire. Non, on est porté à réfléchir. Un jeu, c'est taper une balle, faire un but de football. Et donc cela, j'ai bien apprécié. Et quand tu dis braver l'interdit, je me suis retrouvé enfin à la maison à faire ce que mon père, ma mère, non, tu peux pas, on peut pas, ou non, tu peux pas aller dans la vigne, courir dans la vigne parce que tu vas endommager les gemmes. Et là, c'était le risque, le plaisir au risque qu'on trouve dans ce type d'activité. Et donc, c'est des réflexions que j'ai bien appréciées. Merci, Marina. Merci, c'était un petit peu le message que je voulais faire passer, mais comme voilà, il y a eu quelques couacs, je me suis demandé si voilà, ce que je voulais vous montrer était bien passé. Voilà, c'est cette idée de liberté en fait, que l'on a vraiment perdu à cause de cette banalisation qui me tracassait dans cette approche du jeu vraiment de l'approche enfantine du jeu. Et en même temps, on a ce contre-pouvoir qui est lié à la force des enfants qui fait qu'on va quand même avoir cette possibilité, en bravant les interdits, que ce soit ceux des parents ou ceux plus officiels de la mairie ou des maîtres nageurs sauveteurs, de continuer à s'approprier ce territoire maritime. Mais ce qui est quand même assez déroutant, en tout cas pour ma génération, c'est cette incapacité à jouer sans objet, sans payer, ou en se demandant ce que les autres vont penser. Et ce n'est pas des questions qu'on se posait nous, ce n'est pas des questions, et je n'inclus vraiment dans cette optique-là, et ce n'est pas du tout des questions évidemment qu'on se posait après la Seconde Guerre mondiale. On jouait, point. Et aujourd'hui, on a vraiment perdu en liberté, je trouve, et en imaginaire, autour de cette façon de s'approprier l'espace. Et on a aussi, on parlait du sport, de la sportivisation, j'ai appris ce terme-là qui est assez compliqué à dire, mais c'est vrai qu'on a des activités qui sont cadrées dans l'espace, cadrées dans le temps, réglées. On a les parents qui emmènent les enfants au sport, qui emmènent les filles à la danse, qui emmènent les garçons au foot, parce que la discrimination de genre elle est toujours présente. Et les enfants n'ont pas la possibilité de s'approprier aussi leur propre village, c'est-à-dire d'aller eux-mêmes jouer, de se rendre à tel ou tel endroit. Ça passe par les voitures, ça passe par les parents, ça passe par l'institutionnalisation du jeu et du sport. Et là aussi, on perd en liberté et les enfants perdent en autonomie. Ça fait peut-être aussi des adultes qui sont moins autonomes que nous pensons l'être, en tout cas aujourd'hui. C'est pour ajouter, bon, c'est très important, fondamental, ce qu'a dit Galena, et ça me fait penser qu'il y a des choses que j'ai retrouvées, parce que je vis dans un village de 400 habitants, je retrouve la même chose sur des activités qu'on avait par rapport au fleuve. Vos parents me disaient, mais surtout, il ne faut pas aller à tel endroit, parce qu'il y a un bassin, il est assez profond. Bon, c'était le meilleur moyen pour qu'on y aille quand même, il fallait braver l'interdit. Et je retrouvais des choses aussi, peut-être également sur Ajaccio, qu'on trouve par rapport à la plage, peut-être qu'il faut faire une étude complémentaire où ils ont commencé à interdire je me rappelle que les gens jouent au ballon sur la plage. Bon, on était sur une serviette, on recevait un ballon, les gens rigolaient. Après, j'ai vu que ça a été réglementé, il y avait même des CRS qui interdisaient de jouer sur les plages. Il faudrait voir actuellement si c'est toujours, si ça a changé. Mais cette question de l'interdit est très importante. Il y a ce côté ultra sécuritaire aussi. Donc les parents vont interdire à leurs enfants évidemment d'aller à tel ou tel endroit ou de faire telle ou telle activité, mais il y a aussi une obligation de sécurité pour les mairies, pour les communes. On accueille du monde, donc il faut à un moment donné gérer un risque et ouvrir les parapluies, pour le dire clairement. On partait des plages avec le fusil à pompe pour pêcher avec le masque et le tuba. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas amener un fusil à pompe sur la plage, on ne sait jamais, c'est une bagarre, on ne sait jamais, etc. Il y a toujours cette idée de gérer une catastrophe possible. Et on est vraiment, et c'est ce qu'a amené aussi cette institutionnalisation de la natation par l'école.
On apprend à nager, mais on apprend à sauver, on apprend que donc l'espace aquatique peut être dangereux. Ça, c'est une question de bon sens, c'est un apprentissage que l'on fait au quotidien. Et aujourd'hui, le fait de passer par l'école, on va mettre en évidence vraiment ce côté ultra sécuritaire, ce côté dangereux d'une activité qui au départ est simplement du jeu, simplement vraiment du plaisir. Et ça, c'est vraiment dommage. Je voudrais simplement citer les travaux de Luc Boltanski notamment, puisque la question assurantielle a été posée. Et Luc Boltanski montre, entre autres, parmi ses théories, il montre que la logique assurantielle, c'est aussi une des transformations du capitalisme. On passe d'un capitalisme, bon ça c'est connu, commercial, Venise, etc., Bruges, un capitalisme industriel. Et il dit ensuite on passe à un capitalisme de service, et la logique assurantielle fait partie de cette logique-là, avec les meilleures intentions du monde, mais comme tout le monde sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, merci pour votre référence, effectivement. Merci beaucoup, Vanina. Pour cet après-midi, c'est terminé, les communications sont terminées. Si quelqu'un désire visionner, il y a l'un des deux documentaires qu'on avait proposé hier soir. On peut le proposer maintenant, si quelqu'un de vous a envie de le regarder. Et pour la suite du programme, 19h30, le bistrot gourmand, et 21h au gymnase, donc à côté de l'école, là où il y avait l'amour hier soir, il y a le concert des Blue Bazar. Non, merci.